Bonjour tout le monde. Alors, thérapie vibratoire, pourquoi déjà? En fait, comme vous l'a dit Jean-Marie dans la présentation, je me suis très rapidement formée en ostéo, puis dans plein de diverses techniques. Et en fait, au fur et à mesure que j'ouvrais les portes de différentes formations, médecine chinoise, mais aussi des trucs un peu plus considérés ésotériques, cabale, etc., il y avait un truc quand même qui me titillait, c'est ok, tout ça c'est des méthodes de soins, ancestrales pour la plupart, utilisées depuis longtemps, quel est le point commun finalement? Quel est l'endroit où tout le monde se rejoint? Et en fait cet endroit, il est logique, il est de la manière dont le monde est fait, c'est-à-dire vibratoire. Toute matière est énergie, toute matière est vibratoire, et c'est là que finalement tout peut se rejoindre. Donc on ne peut pas parler fréquence sans parler évidemment de Nikola Tesla, avec cette fameuse phrase clé, si vous désirez connaître l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Alors l'application à la médecine, en fait c'est déjà même dans la médecine classique, on n'a même pas besoin de parler d'énergétique pour parler de fréquence, et c'est quelque chose qui est déjà très couramment employé, tellement couramment qu'on n'y pense même plus. Mais c'est employé dans le diagnostic principalement, et on va voir après aussi tout ce qui existe au niveau traitement directement. Dans le diagnostic, vous rencontrez ça donc dans les électrocardiogrammes, électromyogrammes, encéphalogrammes, dans tout ce qui est imagerie. Tout ça, ça fonctionne à partir de fréquences, d'ondes qu'on envoie. On voit comment elles répondent sur le corps et ça nous permet en fait d'en déduire la structure du corps, l'intégrité du corps et de poser un diagnostic. Les diapasons, les fameuses, utilisés déjà dans cette étape diagnostique, notamment pour diagnostiquer les fractures, où l'os ne résonnait pas de la même manière et où ça crée une douleur assez marquée chez l'animal. En thérapie, il y en a plusieurs, des déjà très utilisés également en domaine classique. L'électromyostimulation, les ultrasons qui nous servent à détartrer, le laser en physiothérapie, la luminothérapie qui a fait son entrée, je vais vous en parler, en dermatologie vétérinaire, la biorésonance, là on commence à être dans des trucs un peu moins connus en médecine classique, et puis tout ce qui est sonothérapie, électrochromoacupuncture et les ondes scalaires, mais ça, je laisserai mon confrère, le docteur Jensen, que vous en parlez merveilleusement dans la conférence qui suivra. Donc, le laser de physiothérapie, les avantages non invasifs, non indolores. Alors là, on ne parle pas du laser chirurgical, d'accord ? Mais petite parenthèse, ça vous montre l'efficacité possible d'une fréquence sur la matière, puisqu'on est capable, quelque part, de découper le corps avec un laser chirurgical. Ça vous montre bien l'impact qu'elles peuvent avoir. Là, dans le laser de physiothérapie, il ne s'agit pas du tout de ça. Il va s'agir d'avoir un effet en fait anti-inflammatoire, analgésique, anti-œdémateux, activateur de la cicatrisation. Et on va voir par la suite justement comment tout ça, ça fonctionne exactement. On l'utilise principalement dans tout ce qui est troubles locomoteurs, à penser aussi dans les hernies discales, pour le coup, ça marche très bien. Et puis en dermatologie aussi beaucoup. Attention par contre, c'est contre-indiqué en cancérologie. Donc la fameuse luminothérapie qui vient de faire son entrée dans le monde vétérinaire, c'est cette petite lampe-là, donc qui associe en fait un spectre, il y a un petit gel en fait, vous voyez à côté, ici, qu'on met, qui laisse passer du coup que certaines longueurs d'onde, et là on envoie en fait plusieurs fréquences en même temps, et de la même façon en fait elles vont avoir un effet anti-inflammatoire, mais aussi là antibactérien, antifongique, et on a des super résultats sur tout ce qui est dermatite chronique, pyodermite, et les pododermatites, qui nous permet de réduire aussi énormément l'utilisation d'antibiotiques derrière. La biorésonance, alors celle-ci, c'est avec ça que j'ai découvert les fréquences en fait un peu. C'est basé à la base sur l'acupuncture et puis après ça s'est considérablement élargi. Et en fait, comment ils sont arrivés à ça? C'est simplement qu'ils avaient envoyé des astronautes dans l'espace au tout début et puis il y en a un qui a eu une rage de dents et il a pris des antibiotiques. Manque de bol, ça n'a pas marché. Rapatriement spatial, je vous laisse imaginer le budget, d'accord, pour une simple rage de dents. Du coup, ils se sont dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve un autre moyen de soigner et qu'on puisse assurer la sécurité de nos astronautes.
Et en fait, à ce moment-là, ils ont fait plein de tests biochimiques avec des simulateurs, quand on est en gravité, quand on ne l'est pas, qu'est-ce qui change. Tous les paramètres sanguins sont modulés par l'absence de gravité. Et la seule chose qui est restée constante, c'était les points d'acupuncture et l'acupuncture. Et du coup, ils ont commencé justement à réfléchir plutôt électrique, on va dire, parce que l'acupuncture fonctionne avec les réseaux du système nerveux et donc électromagnétique. Et ils ont modulé, puisque apprendre la médecine chinoise à tous les astronautes, c'est quand même relativement complexe. Donc ils ont modulé et fait un appareil, en fait, qui faisait ça à leur place, qui était capable de savoir quand est-ce que ça passe, quand est-ce que ça passe pas, etc. Et ils ont étendu ce truc-là avec des méthodes un peu statistiques, c'est-à-dire que, par exemple, un foie qui fonctionne correctement, il vibre en moyenne sur telle fréquence, et si d'un seul coup il est engorgé et ne fonctionne plus correctement, sa fréquence va se moduler, puisque sa composition, quelque part biochimique, va être différente. Donc c'est parfaitement logique, et ça nous permet de poser un diagnostic là qui n'est plus un diagnostic d'imagerie, mais un diagnostic quelque part fonctionnel. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'on va s'en servir en thérapie également. Quand votre foie ne fonctionne pas bien, et si la structure anatomique le permet encore, parce qu'il y a aussi des fois où ça va trop loin et où malheureusement remettre la fréquence, ça ne suffit pas, mais si vous lui remettez la bonne fréquence, par un principe de résonance justement, qu'on va détailler après, finalement, ce foie va avoir tendance à refonctionner un peu plus normalement. Tout ça, je vais vous le décrire et vous l'expliquer après. Et donc ça, c'est le principe thérapeutique, quelque part, de la biorésonance, là, endogène, c'est-à-dire foie sur foie, etc. Et on va pouvoir étendre ce principe à des fréquences qu'on dira exogènes, c'est-à-dire des fréquences qui finalement ne font pas partie de l'organisme d'abord, mais par exemple, je vais pouvoir prendre la fréquence d'une plante qui a tel effet thérapeutique, l'appliquer à l'organisme, pour voir si ça déclenche justement les mêmes effets thérapeutiques, juste en mode informationnel, quelque part un peu aussi dans le principe de ce que peut faire l'homéopathie, de façon différente. Et donc ça, évidemment, c'est utilisable sur toutes les pathologies. Alors, tout ça, c'est très bien, mais ok, comment ça marche? Qu'est-ce que les fréquences? Le principe de résonance. Donc, une fréquence, la définition toute simple, c'est le nombre de fois que vous allez avoir une même période, un même schéma, sur une période. Ça se mesure en Hertz. Et donc, quand on vous dit 100 Hertz, ça veut dire que sur une seconde, vous avez 100 fois ce motif-là. D'accord? Et cette fréquence, elle va être caractérisée notamment par une longueur d'onde. Et là, quand on va parler de couleur et de luminothérapie, on parle plus en longueur d'onde. Mais elle va être caractérisée également par une amplitude, c'est-à-dire le volume, en gros, si vous voulez, de cette fréquence. Dans la thérapie vibratoire, le principe qui sous-tend en fait l'application de la thérapie, c'est la résonance. Si vous comprenez la résonance, vous comprenez comment fonctionnent les fréquences. La résonance, elle a plusieurs formes. La première, c'est ce qu'on appelle la résonance libre. Ça, elle se réfère donc à la fréquence de résonance fondamentale de l'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on va dire un instrument de musique, c'est plus facile quand on parle de fréquence, et que je fais sonner l'accord de mi sur une guitare, par exemple. Et à ce moment-là, si j'ai d'autres guitares dans la pièce, en fait, toutes celles qui ont l'accord de mi et qui ont la même fréquence vont se mettre à sonner sur cette même fréquence selon le principe de résonance. C'est de la physique pure. Une fréquence entre en résonance avec la même fréquence. Donc si j'ai 100 Hz, tout ce qui est du 100 Hz va entrer en résonance immédiatement. La deuxième partie de la résonance, c'est ce qu'on appelle la résonance sympathique. C'est celle qui vous donne des harmoniques et une richesse de son. Donc là, si je reprends ma fréquence à 100 Hz, en fait, tous les multiples de 100 Hz vont entrer en résonance par sympathie avec cette première fréquence. Donc là, c'est ce qui vous fait la différence, par exemple, entre un piano électronique et un piano à cordes. Sur un piano électronique, en général, vous avez un son qui est beaucoup plus plat, parce qu'il n'y a pas justement les autres cordes qui peuvent rentrer en résonance sympathique avec. Et quand vous faites, par contre, une note sur un piano à cordes, si par exemple, je fais mon Do en imaginant qu'il soit à 100 Hz, je vais avoir la corde de 100 Hz, certes, qui va vibrer, mais aussi celle de 200, celle de 300, celle de 400. Donc là, déjà, on voit que ça commence à s'étaler beaucoup plus dans finalement ce qui est mis en action par la suite.
Et le troisième principe, qui est celui aussi qui va un peu complexifier les choses, mais qui va nous servir énormément en thérapie, c'est la résonance forcée. Alors la résonance forcée, c'est la plus complexe, et en fait, elle décrit la capacité que va avoir le corps à vibrer et à réagir à d'autres fréquences, justement. Et là, en fait, c'est le principe un peu de la cascade de domino. C'est-à-dire que vous avez une première fréquence qui va en entraîner une autre, parce que suivant sur quel type de matière elle résonne, elle ne va pas résonner de la même manière. Entre un tissu osseux qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus dense, un tissu musculaire qui va être beaucoup plus mou, forcément, ça ne va pas être impacté de la même manière, en fait. Et donc ça, c'est la propriété, si vous voulez, qui va être, pour moi, la plus significative au niveau derrière du pouvoir thérapeutique. Encore un petit mot sur la résonance. C'est une histoire aussi de est-ce que c'est nécessaire d'avoir quelque part un contact direct quand on fait ces thérapies par résonance, et l'histoire aussi que vous pouvez entendre dans les thérapies énergétiques du fameux à distance. Comment est-ce que ça s'explique? Eh bien, en fait, c'est extrêmement simple et c'est de la physique, et quelque part, ça se justifie de façon très scientifique. On vient de dire une fréquence, elle rentre en résonance avec l'autre fréquence. Ok, en termes distance-temps, ça se passe comment? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est le mode de fonctionnement actuel des satellites, d'accord? Et des télescopes qu'on envoie super loin. C'est le mode de fonctionnement actuel de votre système de téléphone portable ou d'Internet aussi, d'accord? Vous allez décrocher votre téléphone portable, vous allez passer une communication, elle va remonter jusqu'au satellite, elle va redescendre, et pourtant, vous êtes en instantané, où que soit votre correspondant sur Terre, sauf si vraiment il n'y a pas de réseau. D'accord? Mais quelque part, finalement, la résonance fait qu'à l'échelle terrestre, à distance-temps, ça n'existe quasiment pas. Et pour un petit chiffre, donc le satellite Pioneer 10, quand il est à 12,6 milliards de kilomètres de la Terre, en fait, son message, on le reçoit en 22 heures. Pas mal pour quelques milliards de kilomètres. Et donc, ça vous explique bien que finalement, à l'échelle terrestre, le à distance sur une résonance, ça ne pose pas de problème. Par contre, il faut être sur la bonne fréquence. Il y a encore un autre principe qui va nous intéresser pour la thérapie vibratoire, c'est l'entraînement. Alors ça, c'est très différent de la résonance, mais c'est aussi quelque chose par lequel on peut influencer les autres fréquences. Alors ça, c'est connu notamment au niveau du système cardiaque, qui est lié au système respiratoire, et également aux ondes cérébrales. Il y a une expérience qui avait été faite pour ça, plus mécanique, mais c'est si vous mettez les horloges à pendule, vous les désynchronisez, en fait, et la plus massive, ça fait clac-clac de façon la plus importante, on va dire, vous les laissez une nuit ensemble, le lendemain matin vous revenez, elles sont toutes sur le même rythme, quand bien même elles ne l'étaient pas au départ. Ça, c'est le phénomène d'entraînement, d'accord? Et donc ça, c'est connu en thérapie, avec notamment les systèmes de cohérence cardiaque, où on va associer aussi la respiration à un rythme cardiaque, et automatiquement, en fait, ça va apaiser au niveau du système nerveux, ça va avoir un effet directement sur votre organisme et sur la façon, en fait, dont il va répondre à l'environnement. Et c'est aussi ce qui est utilisé dans les principes de l'hypnose. Quand vous faites de l'hypnose en parlant, en fait, ou par d'autres techniques, vous allez entraîner aussi progressivement votre patient vers un état où on est au niveau du cerveau en onde alpha, donc on fait ralentir en fait les ondes cérébrales pour arriver à un état plus détendu. Alors, concrètement, dans l'organisme, Quesaco, comment on s'en sert? Déjà, en fait, tous nos systèmes sensoriels, et donc ceux de votre animal ici, sont basés sur les fréquences et les vibrations. C'est-à-dire que ce que vous avez la capacité d'entendre et de percevoir, finalement, ça va être votre capacité à recevoir ou non telle ou telle fréquence. Si vous n'avez pas la fréquence en stock, vous ne percevez pas l'information. C'est aussi simple que ça. Donc, ça se voit très bien dans l'audition. Nous, notre tympan, il est capable de vibrer à des résonances comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. C'est la gamme sonore qu'on va être capable d'écouter. En revanche, les chiens et les chats ont une gamme bien plus large. Pour nous, on appellera ça des ultrasons parce qu'on n'est pas capable de les percevoir. Notre tympan ne va pas rentrer en résonance avec, et pourtant, ces fréquences sont là.
Et l'animal, lui, qui a un tympan qui est fait différemment d'une matière différente, va lui être capable de rentrer en résonance avec ces fréquences-là et donc de les percevoir. La même chose se passe au niveau de la vue, la perception des couleurs. On n'a pas le même spectre visuel, on n'est pas capable de rentrer en résonance avec les mêmes choses au niveau des cellules rétiniennes. Et donc notre spectre de couleurs sera différent de celui d'un chat ou d'un chien, qui là, on va dire, est un peu plus limité, et encore dans les nuances, ça peut être la même variabilité, c'est juste des couleurs qui ne percevront pas de la même manière que nous. D'accord ? Petite parenthèse du coup sur communication animale, c'est ce qui peut faire aussi des erreurs des fois d'interprétation dans les communications animales, parce que finalement, si on ne parle pas de perception de la même manière de l'environnement, il va falloir s'adapter à ce que l'animal perçoit lui réellement pour être capable de le retranscrire. En thérapie, concrètement, du coup, ça va donner quoi? Comment on s'en sert? Comment ces fréquences vont pouvoir agir sur le corps directement? Alors ça, en fait, si certains d'entre vous connaissent déjà un peu la biologie, il y avait c'est toujours un peu valable quand même, mais un système de communication cellulaire que du coup j'ai appelé ancien modèle, qui est quelque part, je reçois, on va être sur l'exemple d'une émotion, je reçois un stress, je sais que par exemple j'ai peur, je vais sécréter de l'adrénaline, elle se fixe sur le récepteur, elle envoie un message à l'organisme, hop, super pouvoir pour décarpir, et puis je peux fuir comme je veux. Le problème de ce modèle-là, c'est que le temps que réellement la molécule sorte, se fixe sur le récepteur, déclenche la cascade de transduction, etc., en fait, il y a un truc qui ne colle pas. C'est pas assez rapide et on serait mort 10 fois. Notre temps de réaction est plus court que ça. D'accord ? Alors, ça n'invalide pas ce modèle-là, d'accord ? Mais en fait, ce serait la réponse d'entretien. Dire qu'il y aurait un premier stimulus d'abord qui déclenche la réaction directe, et ça vient après pour entretenir. Donc tout ce qui est biochimie reste valable, hein, pas de panique. Hein. C'est simplement que ce n'est pas la première réaction, c'est la seconde, celle d'entretien. Et qu'est-ce que c'est alors du coup, la première réaction? Donc ça, je vous ai mis un petit livre là en photo en haut, Médecine énergétique, les bases scientifiques, où ils reprennent plein d'expériences justement qui ont été menées en ce sens, et qui est assez top à lire pour ceux qui sont motivés. Le langage est bien scientifique. Hein. Et du coup, en fait, le nouveau modèle qui est proposé, c'est une communication cellulaire par résonance. Parce que tout simplement, si finalement cette fréquence, justement, c'est instantané, et bien là, à ce moment-là, dès que vous avez l'émotion de peur, finalement, c'est bien tout votre corps, directement, qui va rentrer en résonance avec ces fréquences et pouvoir réagir par la suite. Et ça, c'est immédiat. Et ça, il n'y a pas de problème, en fait, ça marche. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez la bonne fréquence et que vous l'appliquez à l'organisme, vous pouvez déclencher des réactions de l'organisme dans le sens pour lequel la fréquence est faite à la base. Comment ça s'explique justement, cette histoire de résonance, au niveau des cellules? Comment est-ce qu'elles captent ces fréquences? Et en fait, ils se sont rendus compte que l'ADN, c'est une antenne. C'est la meilleure antenne même. Et donc là, actuellement, ils sont en train de construire des petites antennes à base d'ADN directement. Donc en fait, dans chacune de vos cellules, vous avez le poste radio. Il n'y a pas de problème. Et ça émet et reçoit en permanence. C'est aussi une des parties qui explique tout ce qui est épigénétique. Alors épigénétique, c'est l'adaptation de l'ADN à son environnement et qui fait qu'on peut moduler nos caractères. Par exemple, sur une drosophile, ils avaient fait ça. En fait, la drosophile, c'est une petite mouche de laboratoire, en fait, qui est assez simple dans son matériel génétique et qui permet, du coup, de faire des expériences un peu plus facilement. Et en fait, vous aviez des drosophiles, yeux rouges, yeux blancs, et ça dépendait de la température de l'environnement, en fait. Donc, juste en changeant la température, ça change les vibrations dans l'air, hein, c'est un peu plus chaud, ça va un peu plus vite. Ça a un impact directement sur l'ADN, en fait, de ces insectes, qui, dans la génération d'après, du coup, vont avoir des modifications de l'expression de leur génome, juste en fonction de l'environnement. Vous rebaissez la température, ça prend 2-3 générations, et on repasse à l'autre couleur d'œil. Okay ? Et donc, du coup, en fait, vous avez le même ADN dans tout votre organisme, donc
une fréquence de cet ADN qui est commune à tout votre organisme et qui va permettre de rentrer en résonance de façon générale avec une réaction instantanée directement derrière. Et il y avait une expérience qui avait été faite justement pour l'histoire de la distance sur l'ADN humain. Ils avaient prélevé de l'ADN humain à une personne, ils l'ont emmené à 5000 km, ça ils l'ont fait plusieurs fois, et ils ont fait subir un stress à la personne et observer la réaction de son ADN. Et bien, à l'instant T où ils faisaient subir le stress à la personne, à 5000 km, l'ADN dans un tube à côté réagissait instantanément, au même moment. Comment est-ce que les fréquences encore modulent le corps? Alors, ça c'est les expériences de Chalny. En fait, quand vous entrez justement en vibration, quand une onde rentre au contact d'un corps, en fait, elle va provoquer une vibration, mais parmi ces ondes, il va y avoir ce qu'on appelle des ondes stationnaires, et ça change en fonction de la fréquence, et ça peut dessiner différents modèles. Par contre, l'aspect que ça a là, en fait, va dépendre aussi de la matière de la plaque et de la forme de la plaque, parce que forcément, ça ne fait pas vibrer de la même manière. Néanmoins, il est quand même très intéressant de constater qu'on retrouve quand même justement des formes très proches, voire exactement semblables à celles qui existent dans la nature. Et l'auteur Vasseur a fait ça avec de l'eau, lui, donc en 3D aussi, et puis après sur des photos cinématographiques, si je ne me trompe pas. Et là également, pareil, on retrouve les mêmes formes que dans le milieu naturel. Et ça, c'est la petite dernière, ma préférée, où des chercheurs ont fait ça avec des cellules cardiaques, pour essayer de voir si justement cette application pouvait se faire aussi sur le tissu vivant, et si ça ne serait pas finalement ce qui dirigerait quelque part l'embryogénèse et la façon dont le corps se développe. Et donc, ils ont réussi justement à faire ça sur des cellules cardiaques et à retrouver des mises en place du tissu cardiaque en fonction de la fréquence qui est appliquée. Et il y a une phrase notamment que j'aime bien, alors je vais vous la lire telle qu'elle. Contrairement à d'autres tactiques d'ingénierie tissulaire, l'acoustique positionne les cellules cardiaques dans une configuration étroite qui ressemble étroitement au tissu cardiaque naturel, transformant la goutte résultante en quelque chose de précieux pour la médecine. Donc pour moi, cette médecine des fréquences, justement, on est vraiment à l'origine, on commence à toucher à l'essence du vivant, et je pense qu'on va découvrir ou redécouvrir encore de très belles choses à ce sujet. Alors, j'ai fini pour la partie théorique, et on va rentrer dans un peu plus de pratique, et en particulier dans mon dada à moi parmi cet univers de fréquences, parce qu'il y a énormément de possibilités offertes. Mon dada à moi, c'est la sonothérapie, et en l'occurrence, je la pratique avec les diapasons. Alors pourquoi j'ai choisi la sonothérapie ? En fait, c'est très simple, je suis musicienne à la base, donc j'aime bien. J'aime bien la musique, j'aime bien le son, et je cherchais quelque chose aussi qui soit facile à reproduire et où je n'ai pas forcément besoin d'un appareil pour le faire. Du coup, je me suis lancée dans la sonothérapie. Alors bien sûr, on a parlé de fréquence et de résonance. La principale chose, ça va être le choix des fréquences. Comment est-ce que je choisis mes fréquences ? En sonothérapie ou musicothérapie, actuellement, le débat, il est entre 440 Hz et 432 Hz. Mais finalement, ni l'un ni l'autre, on sait d'où ils viennent, exactement. Enfin, si, on sait qu'il y a eu des modifications, mais quelque part, il n'y a pas de justification qui tienne la route sur pourquoi plutôt l'un que l'autre. Donc quand j'ai commencé à plonger dans les fréquences, bon, j'avais trouvé mes 12 méridiens par rapport aux notes de musique, ça ok, très bien, mais je restais frustrée parce que, ok, mais pourquoi j'utiliserais finalement le 440 ou le 432 ? Et puis du coup, je me suis dit, reste logique, on travaille sur du vivant. Qu'est-ce qui caractérise le vivant en mathématiques ? C'est le nombre d'or. C'est le nombre de proportions du vivant. Donc ça, c'est la géométrie sacrée. Mais en fait, c'est les mathématiques du vivant, c'est la façon dont le vivant se construit. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est simple, ton La, il faut qu'il soit basé sur le nombre d'or. Il faut qu'il se rapproche au plus proche du nombre d'or. Et en fait, en fréquence, en musique, une octave, ce qu'on appelle une octave, c'est la même note, mais un étage au-dessus. Par exemple, si je prends la note La, justement, avec un 440, l'octave d'en dessous sera aussi un La,
mais elle sera divisée par 2, et donc je serai à 220 Hz. C'est comme ça que ça se calcule en musique. D'accord? Donc j'ai pris mon 440, je l'ai divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, pour voir où j'arrivais par rapport au 1,618 du nombre d'or. Et j'ai fait la même chose avec le 432. Le 432 était plus proche du nombre d'or, mais j'y arrivais pas non plus. Du coup, j'ai eu l'idée qu'après, mais je me suis dit, mais en fait, tu fais l'autre sens. Tu prends le nombre d'or, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, et tu vas trouver ton octave du nombre d'or. Et en faisant ça, je suis tombée sur un La 414. C'était déjà très beau. J'aime bien en plus le petit clin d'œil du 4, 1, 4 qui fait ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Mais il me fallait une confirmation. Donc j'en ai discuté avec ma prof de chant pour voir ce qu'elle en pensait. Une culture musicale assez incroyable. Et à ce moment-là, elle me dit, mais tu sais, ce que tu viens de trouver là, c'est La naturel. Je dis, bah oui, je l'ai calculé à partir du nombre d'or. Elle me dit, non, non, c'est pas pour ça que je te dis ça. Ok, et pourquoi alors? Mais parce qu'en fait, à l'époque, les chants baroques, etc., avec le delta de mesure des instruments de l'époque, on était sur un La à 415 Hz. C'est le La naturel. Et maintenant, on est embêté quand on veut chanter un chant baroque, parce que le passage de voix ne se fait pas au même endroit, il y a quasiment un demi-ton de différence, et du coup, on n'a plus du tout la même énergie dans le chant. Et donc là, je me suis dit, ok, on est bien sur le truc de base naturel. Et donc, j'ai basé tous mes calculs de fréquence par la suite sur cela à 414. Hop. Il fallait que je teste. Donc, j'ai calculé mes 12 diapasons. Et puis, forcément, le premier cas clinique qui est passé, j'ai dit, ça vous embête si on essaye les fréquences ? Et alors, c'était pendant la période Covid en plus, donc il y avait assez peu de consultations à ce moment-là. Et puis ça, c'était Gaillard. Et Gaillard, c'est un petit bulldog qui est arrivé avec une tumeur cérébrale et qui est arrivé sur ma table vraiment ataxie totale, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus tenir debout, mais il avait encore des mouvements volontaires dans les pattes antérieures et postérieures. Mais vraiment, il ne tenait plus debout. Dès qu'on le mettait debout, il s'effondrait par terre, il n'y avait pas d'équilibre, ça ne tenait pas du tout. Il y avait un syndrome vestibulaire, ce qui veut dire qu'il tenait la tête sur le côté comme ça, il n'arrivait pas à la remettre droite. Et la propriétaire était un peu désespérée, elle était déjà sous cortico à fond, etc. Et elle ne savait plus quoi faire, elle savait bien qu'on ne ferait pas de miracle, mais elle voulait soulager son chien. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, moi je viens de mettre au point un système fréquence, si vous voulez, on essaye. Et elle me dit, oui, ok. Et donc, à l'époque, je n'avais pas encore fait faire les diapasons, c'est des fréquences particulières, mais j'ai une petite pyramide d'acupuncture dans laquelle je peux rentrer mes fréquences. Donc, j'ai rentré mes fréquences, et en fait, j'ai appliqué un traitement acupuncture sur ces fréquences-là. Donc là, vous pouvez voir RPVGI, c'est les méridiens que j'ai traités. Donc, c'est les méridiens du rein, du poumon, de la vessie et du gros intestin. Donc ça correspond à une méthode de traitement particulière, en fait, une acupuncture du méridien directement et non pas du point, dont Bernard Lamy doit être en train de parler en même temps que moi dans l'autre amphithéâtre. Et donc j'ai fait ça. Et puis une fois que j'avais les diapasons, j'ai poursuivi au diapason. Donc j'ai fait ça, et immédiatement derrière la séance, le chien était un peu plus soulagé, mais il n'est toujours pas debout, et donc elle est repartie comme ça, et puis je lui ai dit, vous me tenez au courant, puis on verra bien. Et puis, le soir même, sur Facebook, elle m'envoie ça. C'est encore bancal, mais c'est debout. C'est bien, mon chien. Et puis, le lendemain, elle m'envoie ça. J'ai sauté partout. J'ai sauté partout, j'étais ravie. Alors, ça ne l'a pas sauvé de sa tumeur, qu'on soit clair. Il est décédé 6 mois plus tard. Ça n'a rien fait sur la tumeur directement. D'accord ? Par contre, à chaque fois qu'il redevenait trop ataxique, et qu'il se recassait trop la figure, elle me ramenait, je lui réappliquais les fréquences, et c'était le même cinéma. Dans les 48 heures, il pouvait remarcher, en fait. Alors, ensuite, petit nounours. Alors lui, il est arrivé un petit peu dépoilé, comme vous pouvez le voir. Hein.
il n'y a plus du tout de poils sur la zone du dos, et puis il n'y en avait plus trop en dessous non plus. Le chien ne se gratte pas, il a été testé, il y a un syndrome endocrino qui aurait pu faire ça, que chigne, il a été testé, il n'y a rien du tout. Et en fait, personne ne trouve trop de solutions, il est comme ça depuis maintenant un moment. Et du coup, en fait, je l'ai croisé à une présentation de la MCV, justement. Et je lui dis, il y a un vide de rein en acupuncture, on peut peut-être regarder ça en acupuncture. Et elle dit oui tout de suite, donc elle est venue. Et puis, donc, on a fait ça au diapason. Donc, la réaction au petit diapason du petit loup. Tac. Et voilà. Bon, là, il avait déjà retrouvé un peu de poils, hein, mais dès le départ, on avait fait ça. Donc, on a traité donc, le méridien du rein en acupuncture au diapason. On a fait vraiment que ça, pour le coup. Et voilà ce que ça a donné. Donc, il a récupéré toute cette foison. Ensuite, j'ai Ayrton. Donc, lui, c'est un petit chat qui était venu... alors, il est venu d'emblée. Lui, il n'y avait pas d'historique vraiment particulier. Il était venu pour baisse d'appétit, il était amorphe, il vomissait un peu régulièrement. Il y avait vraiment des RGO, ça veut dire reflux gastro-œsophagien, donc des remontées acides, si vous voulez. Et puis, du coup, il était vraiment un peu KO. Et pareil, du coup, on a appliqué le traitement uniquement au diapason, avec le même système, toujours, à acupuncture du méridien. On a choisi rate, estomac, maître-cœur et triple réchauffeur. Et l'amélioration a été immédiate. Dès le lendemain, il remangeait très bien et on n'a pas eu besoin de mettre un traitement phytothérapie en place par la suite. Et puis, il y a Oggy. Alors lui, il est particulier. C'est un petit bulldog qui est épileptique et qui est arrivé chez moi parce que ça résistait à la trithérapie. Donc, trithérapie, c'est assez lourd quand même. Je vous laisse imaginer le cocktail médicamenteux qu'il prenait. Malheureusement, ça ne suffisait pas. Il faisait encore des crises tous les 2 à 3 jours. Mais en fait, il y avait une particularité vraiment marquante chez lui, c'est que les crises étaient à heure fixe. C'était tout le temps à la même heure qu'il déclenchait ces crises. Et du coup, en fait, en médecine chinoise, vous avez un sens de circulation horaire des méridiens. Et lui, il déclenchait toujours ses crises à 21h30, donc au niveau du méridien triple réchauffeur. Donc, du coup, on a choisi de travailler sur ce méridien-là directement. Et on a appliqué donc, le traitement diapason avec ce facteur-là. Mais on a mis un peu de temps, en fait. C'est-à-dire qu'au tout début, moi, je n'ai pas pensé à lui demander si c'était à heure fixe. Elle n'a pas pensé à me le dire. Et donc, on avait déjà essayé plein de phytothérapies. Et pas trop de résultats. Et c'est à force de décortiquer le truc qu'on a eu cette info-là. Et que donc, j'ai changé mon approche. Et qu'au diapason, j'ai été sur triple réchauffeur. Une fois qu'on avait fait ça, à 1 mois, je les revoyais à 1 mois d'intervalle, on avait déjà plus qu'une crise par semaine au lieu d'en avoir tous les 2-3 jours. À 2 mois, une crise tous les 15 jours. À 3 mois, une dans le mois. Et après, on a eu une période bonus, 2 mois sans crise. Et surtout, c'était l'attitude du chien. Malgré sa trithérapie à laquelle je n'ai pas touché, pour le coup, là, on avait un chien qui revivait, qui était beaucoup plus actif, qui jouait à nouveau. Et là, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire mieux que 2 mois sans crise. Bon, on est loin des 2-3 jours, des crises toutes les 2-3 jours. On n'est pas parfait non plus encore. Alors, la fréquence du triple réchauffeur, c'est 292, du coup c'est mon cœur de gamme. Donc je vous disais tout à l'heure que j'avais pris un La 414. Et là je vous ai parlé de beaucoup de fréquences, principalement ciblées acupuncture et méridien. Mais évidemment les fréquences ne s'arrêtent pas au système des 12 méridiens. La gamme est bien plus large. Ce que vous avez en fond là, toutes les petites colonnes, c'est toutes les petites calculs que je me suis amusée pour calculer toutes mes fréquences. D'accord ? Donc vous voyez, il y en a beaucoup plus que 12. D'accord ? Si vous voulez, la colonne des 12 méridiens, c'est celle-là. Celle en orange, vous voyez, il y en a un là, etc. Et pareil, là, c'est la suite du tableau, parce que ça ne rentrait pas sur un seul truc. Donc, c'est uniquement cette colonne-là. Et en fait, je vous parlais tout à l'heure de rassembler les différentes médecines, les différentes approches. Et en fait, justement, si vous étudiez la géométrie sacrée, puisqu'on est parti de ça sur le nombre d'or, vous avez une partie qui s'appelle les niveaux de conscience en géométrie sacrée et qui découpe, si vous voulez, la gamme
en différents nombres. Là, on est parti sur une gamme de 12, qui est aussi la gamme musicale. Mais on aurait pu très bien découper cet intervalle en 8, en 10, en 16, en 18, etc. Et en fait, tout ça, c'est des niveaux de conscience différents, et ça vous donne différentes fréquences en fonction du niveau de conscience dans lequel vous êtes. En 8, vous obtiendrez les fréquences des 8 trigrammes de médecine chinoise. En 10, vous obtiendrez les fréquences des 10 séphirotes de l'arbre de vie de la Kabbale, etc. Et en fait, du coup, comme ça, vous allez pouvoir faire des ponts entre les différentes cultures et les différentes approches médicales. Et la valeur clé, ça va être le point d'origine, évidemment, parce que là, on part tous de la même valeur, on va dire, donc c'est le 414 en haut, et si je le divise par 2, ça fait 207, donc 207 en bas. Et puis, il y a une seule valeur qui va être particulière et qui ne va jamais changer, quel que soit le niveau de conscience dans lequel vous êtes. C'est le cœur de gamme, c'est la fréquence du milieu, parce que finalement, vous découpez comme vous voulez, le milieu, ça reste toujours le milieu. Donc, c'est la seule fréquence qui est valable dans tous les systèmes, et c'est le 292. 292, c'est assez marrant parce que pareil, moi j'aime bien vérifier et voir si ça peut coller. Et en fait, ce 292, sur le laser de physiothérapie, il y a une fréquence qui est utilisée donc pour antalgie, antidouleur, etc., cicatrisation, qui est la même dans le programme douleur articulaire, douleur chronique, arthrose, etc. Et c'est du 292. Et en plus de ça, pour ceux qui connaissent un peu l'acupuncture, il y a Paul Nogier qui a travaillé énormément aussi diapason ou fréquences. Et en fait, ces diapasons, je suis tombée sur ces fréquences dans un bouquin, il y avait le 292 dedans, donc je soupçonne d'avoir fait un peu les mêmes calculs. Et surtout, en fait, lui, par contre, il est parti en multiples. Donc il a gardé juste les octaves. Ces autres fréquences sont des multiples du 292. Donc on se retrouvait bien, quelque part, sur cet esprit-là. Et donc, du coup, ça ouvre une porte. Alors, toutes ces fréquences-là, vous vous rendez bien compte, il y en a beaucoup. Je pense qu'il va falloir les tester au fur et à mesure aussi, voir qui déclenche quoi dans l'organisme. J'ai déjà des systèmes pour pas mal, mais il y en a certaines où je n'ai pas encore de système correspondant. Et ça me permet, en fait, vraiment de rassembler les différentes approches médicales. Donc, voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus pour les fréquences, c'est une formation que je donne. Vous avez les petits flyers là, vous pouvez vous renseigner sur le site internet. Et n'hésitez pas, ça me fera très plaisir de répondre à vos questions. Et puis maintenant, je vais commencer déjà à répondre aux premières s'il y en a. Voilà. Merci. Dans le cas de ton chien épileptique, oui. Le triple réchauffeur, il était en plénitude ? Oui. Merci. Je vous félicite pour vous intéresser à cet aspect de la médecine qui est vraiment dans l'air du temps, sur la conscience, sur la médecine quantique, etc. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que chez les vétérinaires, on peut utiliser éventuellement les méthodes pratiquées par les chamans ? Qu'est-ce que vous entendez par méthode pratiquée par les chamans ? Le chamanisme fait appel au son, aux vibrations, oui, au tambour. On pratique des chants diphoniques. Alors après, voilà, c'est toujours pareil. Hein, je ne dirais pas que c'est officiellement accepté par l'ordre des vétérinaires. On est bien d'accord, hein, comme truc médical. Mais ça ne nous empêche pas forcément de le faire en consultation. Merci. Après, ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit de la personne qui est en face. Oui, merci et bravo pour cette approche. Le diapason, quand tu l'utilises sur un point, oui, ou sur un méridien, donc c'est plusieurs points par définition, donc en pratique c'est plusieurs applications sur le même méridien, et combien de temps est-ce que tu fais vibrer une fois le diapason, ou et quelle est la longueur du diapason, c'est-à-dire en fait le diapason pour un méridien, ou un diapason pour un méridien, ou comment ça ? Un diapason pour un méridien, tout à fait. Alors je peux le mettre sur un point d'acupuncture qui soit du méridien ou pas, mais de toute façon, le son, la fréquence, va faire rentrer en résonance sous le méridien, que je sois en contact ou non avec le méridien. Et par contre, en fait,
pour la durée d'action, ça va dépendre du temps que met l'organisme à réagir, mais ça s'entend au son. C'est-à-dire qu'au début, quand l'animal est avec son méridien qui est en déficit ou en surplus, la résonance n'est pas la même. À l'ouïe, on l'entend, le diapason ne sonne pas de la même manière. Le son est plus plat, et en fait, au fur et à mesure que ça rentre bien en résonance et que ça revibre bien, on réentend toutes les harmoniques de ce son-là. Et donc à ce moment-là, je sais que le traitement est fait. Voilà. Question complémentaire, pour le petit chien avec sa tumeur médulaire, par exemple, Ouais. est-ce que tu as essayé de le traiter, par exemple, sur 10 jours, tous les jours, ou tu as attendu qu'en fait, qu'il s'améliore, puis qu'il se stabilise, puis Non, ouais. qu'il s'aggrave pour... Maintenant, je fais ça, c'est-à-dire maintenant, quand j'ai un truc qui résiste un peu ou qui est grave comme ça, je mets plus souvent les fréquences, voire du coup, je les transmets au propriétaire, je lui fais une ordonnance de fréquence pour qu'il les fasse à la maison, en fait. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, je démarrais, honnêtement, j'allais un peu à l'aveugle, on va dire. Et donc, en plus, c'était période Covid, donc revoir l'animal régulièrement, c'était très compliqué. Donc là, j'ai fait juste tous les 15 jours, elle est revenue tous les 15 jours, en fait. Ça aurait été maintenant, j'aurais certainement dit de faire les fréquences, en effet, plus souvent. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bonjour. Vous parlez de pouvoir faire le traitement à la maison, ça se passe comment? Parce que du coup, là, vous avez des outils et puis... Oui, on a le diapason. Après, vous avez un outil qui est super pour la sonothérapie, c'est votre voix. Donc en fait, il y a des générateurs de fréquences gratuits dans les téléphones portables où vous pouvez rentrer la valeur de la fréquence. Donc quand c'est comme ça, je donne la valeur de la fréquence à travailler à la personne. Alors elle peut le faire juste avec le téléphone, mais le son est quand même beaucoup plus plat, il y a moins d'harmonique et c'est important en fait dans le traitement aussi, ça joue. Et donc du coup en fait, je fais chanter les gens la fréquence. D'accord. Comme ça, j'ai le même pouvoir thérapeutique finalement que le diapason. Du coup, c'est pas gênant si on n'est pas sur des points méridiens, on fait juste chanter. En fait, c'est ce qu'on expliquait avec la fréquence, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en contact physique, c'est comme votre téléphone, il n'y a rien entre lui et l'autre téléphone qui est à l'autre bout de la Terre. Le phénomène de résonance fait que directement, ça fait vibrer en fait. D'accord. Donc on peut imaginer des consultations à distance même? Tout à fait. Merci. Bon, merci pour ta présentation. Alors, est-ce qu'on peut imaginer pour ce petit chien justement qui a une tumeur, donc une modification structurelle de ses tissus, que les vibrations, à condition d'utiliser une fréquence régulière dans le soin et la fréquence vibratoire, puissent amener une reconstruction, une réorganisation tissulaire au niveau de la tumeur? Je pense qu'il y a quand même des limites à ce qu'on pourra faire. Je ferme jamais la porte, j'essaye, mais je pense qu'il faut quand même un certain temps aussi d'application pour que ça puisse mener éventuellement à un remaniement. Vu le stade avancé, est-ce qu'on aurait pu réellement espérer ça? Aucune idée. J'aurais certainement essayé pour voir, mais honnêtement, je ne sais pas, et je pense qu'il y a certaines choses, par contre, en anatomie, si on est allé au-delà d'un certain point, et qu'il y a des phases cicatricielles où le tissu est mort, ou où quelque part, il n'y a plus rien qui répond non plus à la vibration, je ne suis pas sûre qu'on puisse encore inverser le processus, même en ayant à ce moment-là la bonne fréquence. Mais pour moi, on n'en est qu'au début, donc pourquoi à pas voir. Non. Si tout est énergie, cette vilaine tumeur, elle a une vilaine énergie, et si on la modifie, pourquoi pas? Mais c'est une prospective. Merci, oui. Alors, petite question, Sylvia. Oui. Parce que, on parlait aussi que, bon, pour Nounou, donc il va très bien d'ailleurs. Hein. C'est la propriétaire du petit sans poil que vous avez vu. Voilà, le petit Spitzin qui C'est devait être poilu et qui ne l'était pas, et qui l'est depuis certains mois. Est-ce qu'il y a aussi une relation avec les émotions? Parce qu'il y a aussi beaucoup de ça. Bien sûr. De toute façon, l'acupuncture est basée déjà là-dessus. L'acupuncture ne sépare pas le physique de l'émotionnel. Donc évidemment, il y a toute la partie émotionnelle. Bon, là, je ne suis pas rentrée particulièrement dedans parce que c'est aussi du terrain privé, parfois entre l'animal et son propriétaire. Mais en effet, tu fais bien de le souligner, il y a toute une dimension émotionnelle, bien sûr, qui va avec, et un décodage pour chaque fréquence aussi derrière. Oui, parce que au-delà de Nounours, les autres cas que tu as traités, ils avaient aussi des
des émotions qui étaient liées aux pathologies. Oui, alors oui. Ok. Il y a des trucs un peu plus simples que d'autres où tu n'as pas forcément besoin de rentrer trop en avant non plus. Hein. Mais oui, il y a toujours un mix des deux. Est-ce qu'il y a une synergie entre les différentes fréquences utilisées? Oui, c'est le principe justement de la technique déjà là que j'ai utilisée avec ces 4 méridiens. Ce n'est pas 4 méridiens choisis au hasard, ils sont choisis pour faire ce qu'on appelle une rééquilibration croisée yin-yang. Donc il y a 2 méridiens yin, 2 méridiens yang, un antérieur, un postérieur à chaque fois, qui fonctionnent ensemble selon une synergie particulière en médecine chinoise. Tout à fait. Merci. C'est pas une question, je voulais juste saluer la subtilité et le génie de ce travail et aussi le fait que ce soit très pratique de se trimballer avec. Bon, il y a peut-être plusieurs diapasons, du coup, une boîte de diapasons à emmener, c'est ça? Il y en a 12, j'ai fait ceux de l'acupuncture principalement. Après, le reste, je le fais via générateur de fréquences, mais ceux de l'acupuncture sont ceux dont je me sers le plus. Ouais. Bah, merci, ça m'oxygène le cerveau, c'est super. Merci. Merci. Je remercie le docteur Morand pour cette très passionnante conférence.